À Bruxelles, les Jardins de la Mémoire est une résidence pilote, à but non lucratif, spécialisée dans l'accueil des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Son concepteur, Christian Englebert, a capitalisé sur une précédente expérience pour construire un bâtiment vaste et fonctionnel de 9000 m² sur 5 niveaux. 3 niveaux de chambres et 2 niveaux de salon et de lieux de vie. Tous les jours, après le petit déjeuner, la responsable du lieu de vie et le personnel soignant font descendre tous les résidents par groupe dans 5 salons, correspondant à 5 états d'avancement de la maladie. Les 120 résidents sont pris en charge toute la journée par une équipe pluridisciplinaire de 80 personnes et participent à de multiples activités qui incluent le jardinage, des ateliers de cuisine ou d'artisanat, le dessin et la peinture, le chant, la danse, l'exercice physique et des ateliers de réminiscence. Des sorties sont organisées régulièrement. La résidence, qui ne ressemble volontairement ni à un hôpital ni à une maison de retraite, est climatisée et en dépression au niveau de la ventilation. Elle bénéficie d'un apport constant d'humidité et d'air frais, évitant ainsi les problèmes d'air sec et d'odeur. Les locaux sont chauffés par le sol, pour que les personnes qui perdent leurs chaussures ou marchent pieds nus n'attrapent pas froid. La plupart du temps, les personnes qui sont en institution n'ont pas envie d'être placées en institution. Et le fait de se retrouver ici, avec une ambiance différente, donne un aspect différent aussi à cette conception qu'ils ont de la maison de repos. Donc, pour la plupart de nos familles, les résidents leur expliquent qu'ils sont aujourd'hui à l'hôtel, mais qu'ils sont très heureux de voir leur famille venir dire bonjour. Et ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Ils ne se sentent pas piégés dans une maison de repos. Ils ont été mis en institution contre leur volonté. À ce moment-là, la famille devient coupable d'avoir placé quelqu'un contre sa volonté. Ici, la famille ne se sent pas culpabilisée du tout. On a beaucoup de familles qui, quand ils viennent pour la première fois visiter, nous disent que leur proche est à la maison, mais qui fait que dormir toute la journée. Et quand on leur explique toutes les activités qu'on fait ici, ils nous disent « Oui, mais vous savez, à la maison, il ne fait plus grand-chose, il dort beaucoup, j'essaye de le stimuler, mais il est difficile à stimuler, voilà, il fait que dormir, manger, dormir. » Et nous, ce qu'on explique aux familles, c'est qu'on a justement un panel d'activités large pour justement attirer les patients vers des activités qui leur plaisent. Le but, c'est de pas forcer. Il ne faut pas forcer quelqu'un à dire voilà, aujourd'hui on va faire un atelier cuisine. S'ils ont toujours détesté la cuisine, il n'y a pas de raison. L'important, c'est que ça soit un plaisir. Et le fait d'avoir une dynamique de groupe, ils vont se dire si les autres y vont, tout doucement, je vais peut-être aller voir ce qui se passe. On va leur proposer au début de tout simplement venir voir l'activité sans forcément participer s'ils n'ont pas envie de la faire. Et tout doucement, ils vont dire on va aider un petit peu, et ils se sentent utiles et valorisés. Le but, quand on met les tables avec eux, c'est pas de dire voilà, on va aller travailler sa mémoire ou ce genre de choses. On va leur dire voilà, il y a les tables à faire, on va bientôt manger, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait venir nous donner un petit coup de main? Et donc ils sont valorisés. Vous n'allez pas mettre quelqu'un qui ne sait malheureusement plus manger en face de quelqu'un qui sait totalement manger, qui sera adéquat dans son discours ou ce genre de choses. Le but, c'est vraiment de créer une relation entre les patients et justement de pouvoir avoir des affinités et donc avoir un comportement similaire, on va dire. On a remarqué qu'en bas, si par exemple il y a une personne qui était trop loin, on va dire trop avancée dans la maladie, eh bien les autres ont du mal à l'accepter en fait. Et du coup ça angoisse la personne qui est plus loin dans la maladie. Donc c'est assez important justement de les valoriser aussi, de faire attention à leur bien-être. Il faut bien se dire que si on n'entretient pas les capacités restantes, elles vont forcément diminuer plus rapidement. Donc c'est vraiment important de maximiser l'entretien, d'entretenir vraiment toutes les capacités résiduelles pour éviter que la maladie s'aggrave. La spécificité de notre institution, c'est qu'on met en place la totalité de ces activités qui sont connues aujourd'hui. Et nous faisons cela en même temps. Ce qui arrive de temps en temps, c'est que des gens n'ont jamais participé à ce genre d'atelier et soit n'y adhèrent pas du tout, soit se trouvent de nouvelles vocations. Si vous parlez d'art-thérapie, par exemple, cela s'adresse principalement à des gens ou à des patients qui ont une vie artistique dans le passé, mais peut-être d'autres s'ignoraient artistes
et nous allons découvrir de nouvelles vocations. Même nous, on est encore étonnés chez certains résidents de choses qu'ils peuvent encore faire. Parfois, on a une petite idée, on se dit « oh, tel patient, peut-être pas », et puis on le met devant une activité et il peut encore faire plein de choses. Donc c'est autant valorisant pour nous que pour eux, je trouve. Décrire ce que l'on peut trouver dans une cuisine. Alors, le thème, c'est... Donc on va essayer de retrouver tous les objets qu'on peut retrouver dans une cuisine. Ça va? Alors, pour que tout le monde puisse donner quand même une réponse, on va d'abord faire un petit tour de table. Ça va? Et puis après, on prend les autres. Donc, je vais noter le thème ici. Objet de la cuisine. Allez, Madame Delcroix, vous commencez. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans une cuisine? Des fourchettes et des... Allez, je note une fourchette. Fourchettes, cuillères et... quoi? Des chaises. C'est quoi? Alors, Madame Janssens. Des tasses. Des tasses, oui, hein. Non, pas de tasses, il n'y a pas de courant. Le but d'une activité comme ça, c'est justement de faire travailler tout ce qui est champ lexical, tout ce qui est connaissance, et le mettre en lien avec leur vécu. Quand on dit, bah voilà, quels sont les objets qu'on trouve dans le salon, il faut essayer de se dire, voilà, vous, dans votre salon, il y avait quoi? Donc c'est aussi tout ce qui a attrait à leur vie, à leur connaissance. Et après, on peut passer sur on peut partir sur des discussions, ce qu'ils aimaient faire dans le salon, s'ils recevaient du monde, ce genre de choses. Le but, c'est vraiment toujours de solliciter la personne au maximum pour qu'effectivement, elle puisse nous expliquer sa vie, qu'il y ait un échange, qu'il y ait vraiment un partage et une vie comme vous et moi, surtout qu'avec cette pathologie, on se rend compte que les patients n'ont plus d'initiative. Donc ce n'est plus eux qui vont engager la conversation, c'est pas eux qui vont vous dire on s'ennuie, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Voilà. Alors si on doit les faire. On s'angoisse nettement moins quand on est en train de faire quelque chose, on a l'esprit qui est occupé par quelque chose. Or qu'effectivement, si on est seul dans sa chambre, l'angoisse monte beaucoup plus vite. Le fait d'être tous ensemble, le fait de voir qu'il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui font une petite activité, il y a des gens qui parlent, c'est moins stressant que d'être enfermé tout seul dans sa chambre en train d'attendre que la journée se passe. Le but dans notre maison, c'est de donner un rôle aux patients. Il faut bien se dire que malheureusement, le fait d'être institutionnalisé fait qu'on ne choisit pas forcément ce qu'on mange, on ne choisit pas forcément à quelle heure on va se coucher ou ce genre de choses. Mais il y a plein de petites choses qu'on peut leur laisser comme choix. Bêtement, quels vêtements vous avez envie de porter aujourd'hui? Même si on ne va pas les mettre forcément devant l'entièreté de la garde-robe parce qu'ils seront incapables de choisir. Certains patients seront encore capables de faire un choix si on les met devant la garde-robe, mais d'autres ne seront pas capables, donc on va leur sortir 2 vêtements en leur demandant lequel ils préfèrent mettre. Mais c'est avoir un rôle de mettre la table, de faire un gâteau et de le manger tous ensemble, c'est avoir une notion de plaisir. L'émotif, je pense, est quelque chose de très important. Ici, on va facilement mettre la main sur l'épaule du résident, le prendre dans ses bras, lui faire un bisou le matin pour lui dire bonjour. C'est l'émotion, c'est faire passer une émotion, un sentiment, même si la personne n'est plus capable de parler, ne comprend pas forcément ce qu'on lui dit, mais dans le regard, dans tout ça, il y a des émotions qui passent. Et vous verrez qu'il y a des personnes qui sont dans leur fauteuil complètement renfermées, recroquevillées sur eux-mêmes. Vous venez, vous les prenez par la main, vous leur dites « Ah, comment ça va aujourd'hui ?» Tout de suite, le visage s'illumine, même si ils ne savent pas qui on est, mais on a un visage familier, on a un sourire, on leur fait un petit bisou, et voilà, on crée un lien qui est important. La forte sociabilité des résidents et le succès des activités en groupe fait l'objet d'une étude conduite par la résidence en collaboration avec l'hôpital Erasme et l'Université libre de Bruxelles. Les premières conclusions sont très encourageantes concernant le maintien de l'autonomie des résidents et la baisse des symptômes négatifs liés à la maladie. Après quelques années maintenant de fonctionnement, c'est que nous avons des patients ici, des résidents, qui sont très stables et qui n'ont pas dégradé de manière impressionnante comme ils l'avaient fait à domicile avant d'être placés dans notre institution.